ingénieur, enseignant, conférencier, vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat, président fondateur de Shift Project, associé fondateur de Carbone 4. C'est gentil d'avoir trouvé le temps de venir nous rejoindre. Quelle est votre lecture de la crise énergétique mondiale que nous sommes en train de traverser? Quelles en sont selon vous les raisons au-delà du conflit en Ukraine? En 3 secondes? Non. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que plus le temps va passer et plus il y a des choses qui paraissent être des crises qui en fait ne seront pas des crises, ou plus exactement, la crise, elle porte l'idée qu'on a un accident de parcours, qu'il y a une situation normale, sans crise, et qu'après la crise, on revient à la situation avant l'accident de parcours. En fait, tant en ce qui concerne l'énergie qu'en ce qui concerne le climat, c'est deux idées qu'il faut se sortir de la tête, parce que ça ne correspond pas à ce qui va se passer. En ce qui concerne le climat, l'inertie du système fait qu'il n'y a pas de remise en état possible après accident. Dit autrement, quand on commence à avoir des vrais... C'est un bon parallèle est celui du fumeur. C'est-à-dire que quand on commence à vous dire, tiens, il va falloir qu'on vous enlève un poumon, c'est un peu tard pour dire, ben non, finalement, j'arrête de fumer, puis je vais retrouver mes poumons d'avant. Voilà. Et en ce qui concerne l'énergie, en fait, ce qui a fait l'essor de la civilisation moderne, c'est le fait qu'on ait utilisé de façon croissante des combustibles fossiles. Ce qu'on appelle aujourd'hui la neutralité, en fait, c'est la promesse d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire c'est la promesse de se débarrasser des combustibles fossiles tout en gardant la civilisation qui a été permise par les combustibles fossiles. Et ces combustibles fossiles, même si on ne veut pas s'en débarrasser pour des raisons de climat, le temps de formation géologique de ces combustibles, qui est de quelques centaines de millions d'années pour le charbon, qui a été formé à partir de fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère, il y a 300 millions d'années, et le pétrole et le gaz, qui sont des résidus de plancton qui datent d'il y a quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années, fait que ces combustibles sont également épuisables pour des raisons strictement de temps de formation. Donc, ce qu'on est en train de vivre de façon croissante depuis les chocs pétroliers d'abord, et puis surtout le milieu des années 2000, c'est des accidents de parcours croissants liés à la disponibilité de ces combustibles fossiles qui va devenir de plus en plus chaotique. Là-dessus, je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne suis pas en train de dire c'est normal qu'il se passe ce qui s'est passé en Ukraine, c'est normal, etc. Par contre, ce que je suis capable de dire, c'est qu'il est normal que les accidents de parcours se multiplient, parce que, à l'occasion des tensions qui vont s'exercer entre pays, parce que la compétition pour les ressources va aller croissant, de temps en temps, il y aura des marches d'escalier qui vont être franchies. Alors, je ne suis pas capable de dire où, quand, comment. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis capable de dire que le monde de demain va vraisemblablement, malheureusement, être de plus en plus volatile, et que c'est dans ce contexte-là qu'il faut arriver à faire ce qu'on arrive à faire, de telle sorte que la situation ne soit pas encore plus désagréable. Quel est votre jugement sur la manière dont l'Europe a répondu jusqu'à présent à la crise énergétique? On apparaît au plus pressé avec des aides. Est-ce qu'on s'est vraiment interrogé sur les questions de fond? Non, on ne s'est pas interrogé sur les questions de fond. Alors, il faut savoir que dans la feuille de route de la commissaire européenne à l'énergie, Kadri, alors j'arrive jamais à savoir si c'est Simpson ou Simons, mais je ne sais pas pourquoi j'accroche là-dessus. Le mot pétrole ne figure pas. Au moment de l'avènement de la nouvelle commission, j'avais été regarder les feuilles de route. Alors vous savez maintenant, les outils logiciels permettent avec un petit coup de CTRL F de voir très vite si un mot donné s'y trouve ou pas. Bon. Et j'avais pas trouvé le mot pétrole, qui est quand même la première énergie consommée dans la zone OCDE et la première énergie consommée en Europe, avec à peu près un tiers de l'approvisionnement. Or, il se trouve qu'en ce qui concerne le pétrole, les signaux d'alerte se multiplient depuis des années. En particulier, l'Agence internationale de l'énergie a publié en 2018 un rapport disant le pic de conventionnel est passé en 2008. Conventionnel, c'est tout ce qui n'est pas le shale oil américain et les sables bitumineux canadiens. Et à la Commission européenne, à chaque fois que j'ai été donné un coup de sonde sur comment est-ce qu'ils comprennent la dépendance européenne aux importations d'hydrocarbures et les possibilités physiques, indépendamment de contraintes climatiques, d'approvisionnement futur, c'est électroencéphalogramme plat sur la question de la disponibilité physique des ressources. Voilà. Avant la crise en Ukraine, la Russie, c'était 40% de notre gaz, 30% de notre pétrole et 25% de notre charbon. Au moment où la guerre est arrivée en Ukraine, on s'est dit, bon, très bien, on coupe les ponts avec Poutine. Sans critiquer le bien fondé ou pas de cette décision, l'Europe ne s'est pas posé la question de savoir si ça serait facile de se retourner ailleurs.
Il se trouve qu'en ce qui concerne le gaz, à part la Russie, on est approvisionné par des zones qui sont plutôt en déclin, hors GNL, puisque la mer du Nord est en déclin depuis 2005 sur le gaz, l'Algérie est en déclin désormais, enfin, voilà. Donc il restait la Russie. Et en ce qui concerne le GNL, on est en concurrence avec l'Asie en particulier, qui est un très très gros importateur de GNL, et il n'est pas du tout dit que quand bien même on voudrait à court terme retrouver les volumes qu'on avait avant Poutine, on va facilement y arriver. Donc, et ça, c'est pas quelque chose que l'Europe, il n'y avait pas de plan B qui était prévu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, permettant à l'Europe de se dire, bon, si jamais on se fâche avec les Russes, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, ça, il n'y avait pas de plan B. Il y avait plutôt un plan B de se marier avec les Russes, notamment poussé par les Allemands. C'était à peu près ça la stratégie européenne. Sur le pétrole, c'est pareil, il n'y a pas de stratégie européenne. Ou plus exactement, l'Europe est tellement confiante dans l'idée que la décarbonation volontaire va aller suffisamment vite qu'elle ne se préoccupe pas de savoir comment est-ce qu'elle se retourne si ça ne va pas assez vite et où est la contrainte sur le plan strictement géologique. C'est un truc qui est un des angles morts de la politique européenne. Est-ce que la crise actuelle n'a quand même pas eu une vertu, c'est de nous faire prendre conscience de notre dépendance à l'énergie? Oui, alors encore faut-il qu'elle n'arrive pas trop tard et pas trop violemment. Si vous vous jetez du haut de la tour Eiffel, au moment où vous vous écrasez par terre, vous prenez conscience de votre dépendance à la gravitation. Mais c'est un peu tard. Donc là, on a quand même, en matière de dépendance, en fait, on est quand même très en retard. Et une des raisons, incidemment, est liée à une partie des gens qui sont probablement dans cette salle, c'est que l'énergie, en tant que ça forge les flux physiques, n'est pas un facteur de production dans les raisonnements économiques. Donc c'est une commodité qui s'achète, mais ce n'est pas un facteur de production qui forge les flux physiques. Et donc tous les gens à l'Europe qui ont l'habitude de raisonner d'abord en se basant sur des raisonnements économiques, c'est-à-dire qu'on considère que les prix contiennent en gros la quasi-totalité de l'information qui est utile pour spéculer sur l'avenir, ne comprennent pas le côté strictement physique de l'affaire. Et du coup, quand la physique nous prend au dépourvu, ce qui est le cas quand on a un approvisionnement énergétique qui rompt rapidement, bah on se retrouve partiellement à poil, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un contexte dans lequel on se dit « Ah tiens, ça ne marche plus, comment on fait ?» Bon. Il est urgent, de mon point de vue, notamment en Europe, de changer les raisonnements. Alors ça commence à venir à petite vitesse. Le monde qu'on a construit, le monde réglementaire de l'Europe est quand même un monde qui est fait, enfin c'est quand même un corpus réglementaire qui est fait pour un monde ouvert et facile. Il se trouve que la contraction des flux physiques vont rendre le monde moins ouvert et moins facile. Tout le monde nous dit la main sur le cœur, cette crise, elle va accélérer la transition. Mais est-ce qu'en réalité, ce n'est pas l'inverse qui est en train de se produire? On parlait il y a quelques minutes de la réouverture de centrales à charbon, de mines de charbon. La transition telle que l'Europe l'a conçue jusqu'à maintenant est une croissance verte. Et c'est fait de la manière suivante. Il faut de la croissance pour avoir plus d'argent, pour financer les moyens qui vont permettre de se décarboner. En gros, c'est comme ça qu'on réfléchit. Personne n'a réfléchi à un plan de décroissance verte, c'est-à-dire d'abord on a des accidents énergétiques, du coup l'énergie se contracte, du coup on a moins de moyens, mais du coup avec les moyens qui nous restent, il faut quand même qu'on accélère. Bon. Ça, c'est un cahier des charges qui aujourd'hui n'existe pas. Donc oui, la crise actuelle, elle a la vertu de nous réveiller, à moitié seulement. Parce que en fait, les gens qui passent aujourd'hui, les décideurs qui sont plus riches que la moyenne, passent aujourd'hui à travers la crise sans trop de problèmes. Les gens qui sont dans cette salle, s'ils sont chauffés au gaz, ils vont voir leur facture de gaz doubler, mais enfin, face à ce qu'ils gagnent, ils s'en foutent. Donc, ça ne va pas beaucoup les gêner. Les gens qui vont vraiment être gênés par ce qui est en train de se passer en ce moment, ce n'est pas les décideurs. C'est aussi, incidemment, les gens qui sont en train de gueuler pour leur retraite, les gens qui sont descendus dans la rue il y a 3 ans, tout ça, c'est les mêmes. Bon. Enfin, c'est les mêmes. Est-ce que la crise actuelle, donc, elle permet aux gens qui décident de sentir dans leur chair que vraiment il faut qu'ils se réorientent rapidement? Alors un petit peu s'ils sont patrons d'entreprise, parce qu'ils peuvent éventuellement voir leur entreprise courir le risque d'aller au tapis. Donc là, oui, effectivement. Mais en tant que consommateur, pas tellement, parce que encore une fois, dans cette salle, on fait partie des CSP+, qui sont assez protégés de l'écume des choses. Alors il y a quand même un domaine dans lequel l'Europe s'est réveillée, c'est la question de la structure de marché de l'électricité. Là, on s'est dit quand même, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ce serait peut-être temps, puisque en fait, ce qu'on a fait dans le sens inverse il y a 20 ans était une ânerie. Donc voilà, on est en train de s'en rendre compte. Bon, mieux vaut tard que jamais, comme disait l'autre.
Je n'ai pas l'impression de ce que j'observe que ce qui est en train de se passer en ce moment occasionne une remise en cause absolument fondamentale de la façon dont on fonctionne. Et par ailleurs, quand on réfléchit à la décarbonation, on l'a bien vu dans la table ronde là, qui vient d'avoir lieu, on raisonne moyen de production. Personne ne comprend que la décarbonation, c'est aussi la fin des hypermarchés, le fait que le Grand Paris à 10 millions, ça ne flotte pas, et que les produits agricoles vont voir leur prix augmenter. C'est pas ça qui vient à l'esprit quand on parle décarbonation. On va faire des éoliennes, quoi. C'est un tout petit bout du problème. Ouais. On va parler d'investissement puisque le sujet est revenu plusieurs fois sur la table ce matin. Jean-Christophe Caffey nous parlait tout à l'heure d'investissement de 3,5 trillions de dollars au cours des 10 prochaines années uniquement dans le domaine de l'énergie propre. Oui. Le compte n'y est pas. Non, mais je pense qu'il n'y sera jamais. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La civilisation dans laquelle nous vivons, elle est permise par le fait que nous sommes sortis des énergies renouvelables. C'est ça la civilisation dans laquelle on vit. Vous portez, je porte de la pétrochimie. Vous allez manger à midi et je vais manger du gaz et du pétrole. Pardon ? Bon appétit. Bah oui. Tout ce qu'on mange pousse avec des engrais azotés. Les engrais azotés sont faits avec du gaz. Tout ce qu'on mange vient de champs où vous avez de la mécanisation. Et la mécanisation, c'est du pétrole. Du reste, les engins mécanisés sont faits avec de l'acier qui est fait avec du charbon. Donc vous mangez littéralement du charbon, du gaz et du pétrole. Oui, absolument. Où est-ce qu'on trouve les financements ? Moi aussi. Alors, les financements, ce n'est pas le sujet. Ça a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Helle Kristoffersen tout à l'heure. En fait, le sujet, c'est la limite physique. Il ne suffit pas de faire pleuvoir de l'argent pour avoir tout d'un coup les compétences et le cuivre pour faire des panneaux solaires. Ce n'est pas juste un problème d'argent. Les mines de cuivre étaient à 18% de teneur en cuivre dans le minerai il y a un siècle et demi. Maintenant, c'est 0,4%. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez dans le monde. Ça ne fera pas revenir la teneur des minerais à 18%. Donc, il y a une grosse méprise aujourd'hui qui laisse penser que c'est juste une affaire d'argent. Je pense que c'est une méprise qui a été entretenue par le monde financier qui peut ainsi dire, vous voyez, on peut être du bon côté de la barrière en mobilisant les milliards. Mais en fait, ce n'est pas juste un problème d'argent, cette histoire. C'est presque secondairement un problème d'argent. C'est un problème de possibilités physiques et c'est un problème de compétences. Donc, là, en ce qui concerne l'électricité, je prends l'exemple de l'électricité. Aujourd'hui, alors je suis désolé, je vais vous faire un peu mal à la tête. Le stockage électrochimique, c'est des transitions électroniques dans des atomes de métal. C'est ça le stockage électrochimique, c'est-à-dire que dans une batterie, en fait, vous prenez des atomes de métal, vous excitez les électrons, et ça permet de stocker de l'énergie. Une transition électronique, c'est quelques électronvolts par atome, et donc vous ne ferez jamais mieux avec une batterie que le métal le plus léger qu'on trouve sur Terre, qui est le lithium, puisque la transition électronique, quelques électronvolts par électron, elle ne dépend pas de la masse du noyau. Donc vous prenez le lithium, 3 protons, vous ne ferez rien de mieux. Bon. Aujourd'hui, en batterie électrochimique, on sait donc faire 150, 200 Wh par kilo. Vous ne ferez jamais 2000 et vous ne ferez jamais 20 000. Ce n'est pas une affaire d'argent. Vous pouvez mettre tous les milliards que vous voulez sur la table. Bon. En ce qui concerne l'électricité, aujourd'hui, on ne sait pas stocker l'électricité en tant que telle. L'électricité en tant que telle, c'est un électron qui se balade dans un métal. En tant que tel, ça ne se stocke pas, sauf dans les supraconducteurs. Bon. Donc pour stocker l'électricité, il faut la transformer en autre chose. Le stockage électrochimique ne sera jamais à l'échelle des réseaux électriques. Le seul truc qui pourrait l'être, c'est de la remontée d'eau en altitude sur des quantités massives ou du gaz. Si vous voulez stocker de l'électricité sous forme de gaz, le rendement de chaîne, c'est 25%. Vous perdez 30% dans l'électrolyse, 20% dans la compression et vous reperdez 50% quand vous faites passer du gaz à l'électricité. Bon. Donc ça sera 25%. Ce qui veut dire que toute électricité que vous voulez stocker sur quelques mois, vous êtes obligé de la produire en 4 fois plus grande quantité que ce que vous allez finir par utiliser quand vous déstockez. Vous pouvez faire tous les milliards que vous voulez sur la table, vous n'allez pas changer les rendements physiques de la compression, c'est la loi de Mariotte, vous n'allez pas changer, tout ça ne changera pas. Donc ce n'est pas juste une affaire de milliards. En fait, à un moment, les milliards n'y pourront rien, il faut bien comprendre. Et le dernier point que je voudrais indiquer, c'est qu'aujourd'hui, les milliards, ils sont basés sur des coûts dans un système où les énergies sont imbriquées. Personne, il n'y a pas un économiste au monde qui soit capable de vous dire combien ça coûte de fabriquer un panneau solaire dans un monde qui n'a plus de pétrole, plus de gaz et plus de charbon. Probablement beaucoup plus. Considérablement plus. D'abord, ce n'est pas sûr que vous pourrez les transporter parce que dans un monde qui n'a plus de pétrole, plus de gaz et plus de charbon, les panneaux solaires faits en Chine, vous les amenez avec la marine à voile en Europe, bon. Ou à dos d'âne, comme à l'époque de Marco Polo. Bon. Donc, vous allez les fabriquer comment ?
Aujourd'hui, dans une éolienne, vous avez toute la chimie organique du monde. Bon, à partir du moment où vous n'avez plus de pétrole, comment vous faites, bon, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on n'est pas capable de désimbriquer les énergies dans les raisonnements économiques. Donc tout ce qu'on a vu, c'est qu'on a fait la preuve que dans un monde qui consomme de plus en plus d'énergie fossile, on sait entre autres choses faire une éolienne pour de moins en moins cher. Ça, ok, il n'y a pas de problème, on en a fait la démonstration. Est-ce que dans un monde qui consomme très rapidement de moins en moins d'énergie fossile, non seulement on conserve ce coût, mais on ne le voit pas comme le coût de n'importe quoi, de votre chemise, de vos chaussures, des miennes, et repartir vers le plafond? Aucun économiste ne s'est penché sur la question aujourd'hui. Donc les trillions, en plus, ils sont calculés à consommation énergétique fossile constante, puisque c'est ça qui fait la productivité du système industriel. Donc les trillions ne font pas tout, et ils sont quand même indispensables. Ce qui est indispensable, c'est la volonté et les moyens humains et les ressources physiques. Les trillions, ça n'en est que la matérialisation ex post. Du coup, c'est quoi la piste centrale? C'est la sobriété? Alors, on va y passer de toute façon. Alors, la sobriété, c'est un autre mot pour la pauvreté. Ça dépend de la volonté qu'on a. En matière d'économie d'énergie, vous savez, les ingénieurs aiment bien les nomenclatures. Donc, moi, je me suis fait une petite nomenclature qui consiste à catégoriser les économies d'énergie. Alors, pour moi, il y en a 3 catégories. La première, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. L'efficacité, c'est vous utilisez la même voiture, vous faites le même nombre de kilomètres, elle a la même masse, elle va à la même vitesse, simplement elle consomme moins d'énergie à l'usage ou à la fabrication. Et du coup, pour le même usage, vous utilisez moins d'énergie. C'est un problème d'ingénieur, donc vous, comme consommateur, ça ne vous contraint pas, ce n'est pas votre problème, c'est le problème de l'appareil productif. Et par ailleurs, ce n'est pas récessif, puisque ça ne vous force pas à diminuer votre consommation. Donc l'efficacité énergétique est un truc que les gouvernements ont toujours adoré, tout le temps, pour ces raisons-là. La deuxième catégorie d'économie d'énergie, c'est ce qu'on appelle la sobriété. Alors la sobriété, dans ma vision du monde, est une démarche volontaire de renoncement à un service pour renoncer à la consommation d'énergie afférente. Donc là, toujours dans le même exemple, vous n'utilisez plus votre voiture, vous utilisez un vélo. D'accord ? Ça va utiliser considérablement moins d'énergie. Par contre, vous n'avez plus le même service. Ça ne vous protège pas aussi bien de la pluie, ça ne vous protège pas aussi bien des chocs. Et on va moins loin. Vous n'avez pas votre autoradio et vous allez moins loin. Cela étant, pour aller au boulot, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Donc il y a quand même des cas de figure dans lesquels qu'est-ce que je veux dire ? On peut prendre le vélo. La troisième économie d'énergie, c'est ce que j'appelle la pauvreté. C'est exactement comme la sobriété, c'est-à-dire que vous vous passez d'un service, sauf que là, on ne vous a pas demandé votre avis, vous n'avez juste pas les moyens. Donc l'énorme différence entre la sobriété et la pauvreté n'est pas une affaire de configuration technique, c'est le même genre de geste. Par contre, dans un cas, vous avez l'impression d'être maître de votre destin, vous êtes auto-convaincu que c'est très bien de prendre un vélo, d'accord ? Et donc là, tout va bien. Dans le deuxième cas de figure, d'autres ont décidé pour vous en vous empêchant matériellement de le faire ou financièrement de le faire. Et à ce moment, vous n'êtes pas content du tout. Nous aurons à l'avenir nécessairement un cocktail des trois. Parce que, comme les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, les combustibles fossiles, je l'ai dit tout à l'heure, vont baisser de gré ou de force. Et à partir du moment où ils baissent de gré ou de force, ça se fera par un mélange d'efficacité, c'est toujours bon à prendre, de sobriété pour ceux qui voudront bien et de pauvreté pour ceux qui ne voudront pas. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a quand même une idée largement répandue, notamment aux États-Unis, que la technologie va venir nous sauver, recapture du carbone notamment, et que pour permettre à la technologie de nous sauver, il faut des investissements. Alors la technologie, jusqu'à maintenant, s'est appelée le moteur à combustion interne et la machine à vapeur, et elle a fait passer les émissions de gaz à effet de serre de 0 à 60 milliards de tonnes par an. Donc l'idée que la technologie est autoporteuse du salut, enfin la technologie... C'est un pari, mais... Bah, c'est un pari. La technologie a aussi fait les sucreries, les cigarettes, la pollution automobile. Enfin, la technologie, elle ne fait pas que le bien, quoi. Pourquoi est-ce qu'à l'avenir, tout d'un coup, les trouvailles techniques ne feraient que le bien? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon. Donc l'idée qu'il suffit de laisser les ingénieurs ingénier et que derrière, ils vont trouver ce qu'il faudra pour que ça nous sorte le bec de l'eau sans qu'on ait besoin de nous, les consommateurs, de se fatiguer, je n'y crois pas une seconde. Ça fait 1 siècle et demi qu'on n'arrête pas d'avoir des trouvailles techniques et ça fait 1 siècle et demi que les émissions n'arrêtent pas d'augmenter. Prenez par exemple ce très bel écran que j'ai en face de moi, c'est tout à fait de la trouvaille technique. L'empreinte carbone du digital aujourd'hui dans le monde, c'est 4% des émissions mondiales, c'est-à-dire à peu près 2 fois les émissions du transport aérien, et ça augmente de 5 à 10% par an.
Je vous rassure, il va être réutilisé. Hein. Bah, il va peut-être être réutilisé. En général, c'est pas jetable, ces trucs-là. Mais... il n'empêche que le système digital, c'est 4% des émissions par an. Voilà. Bon. Donc, est-ce que cette technologie nous a aidé à faire baisser les émissions? Non, absolument pas. Je pourrais même être encore plus illustratif. Si demain matin, je supprimais le système digital mondial, c'est assez facile de comprendre que ça mettrait un énorme coup d'arrêt à l'économie. Donc c'est bien la preuve que le digital est globalement un inducteur d'émissions. C'est un lubrifiant de l'économie mondiale. Sans ça, il y a plus de finances, plus de monnaie, un certain nombre de petits trucs qui lubrifient l'économie mondiale et donc l'économie se contracte très fortement. Donc voilà une démonstration du fait que le digital n'a pas du tout, c'est une trouvaille technique, n'a pas du tout permis d'éviter des émissions. Bon, puis je pourrais prendre plein d'autres exemples. Donc l'idée que demain matin, la technologie tout d'un coup va devenir le messie, j'y crois pas une seconde. La capture et séquestration du carbone, pour prendre cet exemple, c'est quelque chose dont on parle depuis que je m'intéresse au sujet. Donc, vous savez, il y a des sujets comme ça, en fait, vous les prenez à 20 ans d'intervalle, et à 20 ans d'intervalle, c'est toujours un truc qui va venir vous sauver dans 20 ans. C'était également vrai pour la fusion, enfin bon, tout un tas de trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que la capture et séquestration du carbone? Ça consiste à récupérer le CO2 dans les fumées d'installations de combustion de grande taille, pour éviter qu'il parte dans l'atmosphère et l'enfouir sous terre, le CO2 en question. C'est pour récupérer le CO2, qui est une molécule chimiquement inerte, c'est un oxyde, hein, donc c'est une molécule chimiquement inerte, dans de la fumée, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Et en fait, le procédé de capture, il supprime à peu près 20 à 30%, enfin il consomme plus exactement à peu près 20 à 30% de l'énergie de l'installation où vous cherchez à capturer le CO2. Ce qui est une autre manière de dire que vous supprimez 20 à 30% de la production du site en question quand vous mettez en œuvre cette capture et séquestration. Donc si vous avez une centrale électrique, vous allez supprimer 20 à 30% de la production électrique. Si vous avez une cimenterie, vous allez supprimer 20 à 30% de la production de ciment, etc. Enfin, ciment, c'est moins vrai parce que c'est une partie, c'est de la réaction chimique. Ce qui veut dire que mettre en œuvre ce procédé à large échelle va avec une pénalité énergétique qui va très fortement contracter la production du système économique sous-jacent. Et en fait, c'est ça le premier problème de la capture et séquestration. C'est pas du tout traduire ça en coût ne reflète pas cette réalité. Si vous dites le prix de mes chemises va augmenter de 20% ou de 30%, c'est totalement différent de ma production de chemises va diminuer de 30%. On ne parle pas exactement de la même chose. Et donc là, c'est bien ça le premier problème. En plus, il faut casser les centrales électriques à charbon et utiliser des procédés de combustion différents pour être capable de mettre en œuvre ce procédé dans les centrales à charbon. Enfin bon, bref. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est anecdotique dans le monde. Hein. On émet 40 milliards de tonnes de CO2 par an dans le monde. Les procédés de capture actuellement en vigueur, c'est quelques dizaines de millions de tonnes. Et là-dedans, vous avez notamment de la séparation CO2 gaz naturel en tête de puits dans un certain nombre d'endroits où on vous interdit formellement de faire circuler du gaz dans les gazoducs avec du CO2 dedans. Voilà, donc c'est quelque chose que les pétroliers savent faire depuis longtemps, notamment pour cette raison, pas pour d'autres raisons. Parmi vos nombreuses casquettes, vous faites du conseil aux entreprises. On a un panel assez large ici aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises se sont suffisamment emparées du problème ? Alors la réponse courte est non. Et pourquoi ? Si on considère que l'indicateur quantitatif que nous devons avoir en tête, c'est que pour tenir les 2 degrés, il faut que les émissions planétaires baissent de 5% par an. Aujourd'hui, des entreprises qui ont un business plan compatible avec des émissions qui baissent de 5% par an, j'en connais pas beaucoup. Parce qu'en fait, des émissions qui baissent de 5% par an, c'est un nouveau Covid tous les ans. Okay. D'accord ? Je ne pense pas que le business plan de la COFAS soit compatible avec ça. Et je ne pense pas que le business plan de qui que ce soit aujourd'hui, sauf éventuellement mon boulanger, soit compatible avec ce genre de choses. Donc les entreprises... Alors en plus, les entreprises, il faut bien voir que là-dedans, on mélange à la fois des multinationales, mon boulanger, mon maraîcher et le serrurier qui fait les doubles de clés. Hein, tout ça, c'est des entreprises. Bon. Est-ce que globalement, les entreprises ont réfléchi à ce que ça voulait dire pour elles un monde à 2 degrés? La réponse est non. En général, dans beaucoup d'entreprises, la réflexion suit l'action. C'est-à-dire que d'abord, elles font ce qu'elles savent faire. Elles disent que ce qu'elles font est vachement bien et va contribuer à la solution. Et ensuite, seulement, elles réfléchissent. C'est plutôt comme ça, dans ce sens-là que ça se passe. Les seuls qui font le chemin inverse, c'est les entreprises naissantes. C'est-à-dire les entreprises qui se créent
autour d'un projet qui, lui, est déjà aligné. Je connais des gens, par exemple, ils montent actuellement des ateliers de réparation de vélos. Alors, c'est des petites entreprises, hein. Mais ça, c'est typiquement des entreprises dans lesquelles, d'entrée de jeu, la personne s'est mise, a fait le chemin inverse. C'est-à-dire, d'abord, elle réfléchit au problème, se dit qu'est-ce que, dans un monde où les émissions baissent rapidement, où les gens vont avoir moins de voitures, etc., de quoi ils vont avoir besoin? Ah tiens, ils vont avoir besoin de vélos. Les vélos, ça crève de temps en temps, il y a la chaîne qui saute, donc je vais faire un atelier de réparation de vélos. Voilà. Mais globalement, les entreprises installées, elles cherchent à conserver leur rente, Carbone 4 comme les autres du reste, parce que c'est ça la règle du jeu. Et donc à ce moment, c'est très très compliqué de se réinventer de fond en comble. Or, quand on parle d'émissions qui baissent de 5% par an, j'insiste sur le fait qu'on est en train de parler d'un chamboulement complet et permanent. Bon. Et donc, les entreprises aujourd'hui avec lesquelles on travaille, globalement, elles ne sont pas à ce niveau-là. Est-ce que ça veut dire que c'est inutile de leur parler? On espère que non, sinon on ne ferait pas le métier qu'on fait. Est-ce que ça veut dire qu'elles ne peuvent absolument rien faire? La réponse est non, sinon on ne ferait pas le métier qu'on fait. Mais si on doit répondre très honnêtement à la question qui est est-ce qu'aujourd'hui elles sont au bon niveau, la réponse est non. À part les ateliers de réparation de vélos et les startups, est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui tirent leur épingle du jeu? Oui. Un peu plus vertueux, on va dire. Alors, il y a des secteurs qui se retrouvent par la force des choses du bon côté de la barrière. Si vous fabriquez de la laine de verre, que vous avez des centrales nucléaires ou que vous tirez des trains, le hasard, mais vous ne l'avez pas fait pour des raisons de climat, tout ça. Alstom, EDF et Saint-Gobain sont des entreprises qui ne sont pas nées depuis qu'on s'excite sur le changement climatique. Donc, si le hasard de la vie vous a mis du bon côté de la barrière, vous pouvez très bien avoir des activités qui sont tout à fait pertinentes dans un monde qui doit se décarboner. Mais j'insiste sur le fait que c'est souvent le hasard de la vie qui les a mises là, dans les grosses entreprises. On voit la multiplication des initiatives pour orienter l'offre. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la transition, ça passe aussi par la demande? C'est très compliqué parce que ça revient quelque part à ce qu'on ait envie de se mettre au régime. Donc c'est la question de la sobriété que j'évoquais tout à l'heure. Or, se mettre au régime avec que des inconvénients, on n'aime pas ça. Enfin, je veux dire, on est ainsi fait qu'on n'aime pas trop ce genre de truc. Et donc, en fait, ce qu'il faut arriver, c'est à vendre la sobriété par ces à-côtés qui sont positifs lorsqu'il y a des démarches d'économie d'énergie. Alors, je vais prendre deux exemples, ils valent ce qu'ils valent, mais c'est pour me faire comprendre. Je parlais tout à l'heure des chaussettes. Moi, je ne sais pas qui dans la salle aime dormir dans une pièce surchauffée, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Donc, le fait de dire baissez donc le thermostat et rajoutez une couette, ce qui est une mesure de sobriété, vous pouvez éventuellement le vendre aussi avec un à-côté immédiat qui n'a rien à voir avec l'énergie, qui est que vous allez passer une meilleure nuit. Reprenons l'exemple du vélo. Je pense que même si demain matin, on disait en fait le vélo, ça ne sert à rien pour la lutte contre le réchauffement climatique, il y a plein de gens qui continueraient à en faire parce que ça leur fait faire un peu d'exercice, parce qu'ils n'ont pas le stress d'être coincés dans les bouchons, parce que ça leur coûte moins cher et qu'ils se disent avec l'argent que je dégage, je peux faire autre chose, parce que, etc. Donc en fait, dans les économies et dans les comportements sobres, on a besoin de se creuser un peu la cervelle pour savoir comment est-ce qu'on arrive à trouver ça sympathique pour des raisons qui ne sont pas la raison première, qui est qu'on va faire avec moins de quelque chose, parce que les animaux que nous sommes, encore une fois, en général, faire moins quand c'était faire plus, qui était dans notre imaginaire ce qui était valorisé, c'est quelque chose qui reste un peu compliqué et on a besoin de déplacer le faire plus ailleurs en disant, regardez, ça, c'est quand même ça qui est sympa. Et puis, du coup, ça va permettre d'aller dans la bonne direction. Quand on parle de demande, vous dites personne n'aime se mettre au régime, mais est-ce qu'on ne peut pas compter sur les jeunes générations? Nous, on a été habitués à vivre différemment. Les jeunes générations peuvent apprendre à vivre dès le départ différemment. Oui. Sans avoir l'impression de se mettre au régime. Absolument. Alors, ça dépend pourquoi. Il y a des domaines dans lesquels les jeunes générations ont quand même du mal à se mettre au régime. Si je prends l'avion, par exemple, la consommation d'avion, elle est maximale dans la tranche 25-34 ans. Et la deuxième tranche où elle est maximale, c'est celle des encore plus jeunes, c'est-à-dire les 16-24 ans. Si je prends le digital, TikTok, les jeunes sont quand même globalement des gros consommateurs de digital. Par contre, en matière d'alimentation, par exemple, eh bien, ils sont plus facilement sobres sur les produits carnés que la génération qui les précède. Il y a un certain nombre de jeunes urbains qui se passent plus facilement de voiture
que la génération qui les a précédés. Voilà, donc ça va vraiment dépendre. Je pense que les jeunes, ils ont un petit côté ambivalent. Par ailleurs, alors qu'ils soient préoccupés, ça c'est absolument certain, que dans leur comportement effectif, ils soient plus vertueux sur tous les plans, il faut nuancer un peu. Vous parliez tout à l'heure des inégalités sociales face au changement. Vous parliez des CSP+, qui peuvent payer un petit peu plus cher leur facture de gaz. Est-ce qu'il y a aussi des inégalités géographiques? J'imagine, et on le sait tous, que tous les pays ne sont pas au même niveau face au changement climatique. Alors, ni face au changement climatique, ni face à l'énergie. Alors, dans les pays occidentaux, mais il y a un truc qui m'a toujours beaucoup amusé, c'est le cache-sexe de la consommation d'énergie des pays émergents. Oui, mais eux, ils ont bien le droit de consommer. En fait, si les pays émergents, ça nous préoccupait tant que ça, il y a longtemps que les Français seraient d'accord pour que 10% de leurs impôts ou 20% de leurs impôts partent dans ces pays-là, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, leur sort ne nous a jamais autant préoccupés depuis qu'il était question de nous priver, nous. Hein. Globalement. Sur la partie du climat, oui, bien évidemment, il va y avoir... En fait, ce qui va permettre de réagir aux caprices du climat, enfin, ce qui permet de n'être pas trop démunis dans un premier temps face aux caprices du climat, c'est précisément l'abondance énergétique. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, l'abondance énergétique? Il n'y a pas assez d'eau, vous irriguez, c'est de l'énergie. Ça ne pousse plus ici, vous l'importez de là, c'est de l'énergie. Vous avez trop chaud, vous mettez en route la clim, c'est de l'énergie. Vous avez une infrastructure qui est détruite par une inondation, vous la reconstruisez rapidement, c'est de l'énergie. Donc en fait, il faut bien voir que ce qui permet aujourd'hui de faire face à un début d'adversité, c'est l'énergie. Et donc les pays qu'on appelle pauvres, en fait, c'est pour des raisons strictement physiques, puisque l'économie, c'est des machines au travail, en fait, c'est des pays qui ont un approvisionnement énergétique faible. C'est ça, les pays pauvres. Bon. Ils ne sont pas nécessairement pauvres dans l'absolu. Ils ont des actifs naturels, quelquefois, qui sont supérieurs aux nôtres. Un certain nombre d'entre eux ont l'espérance de vie des États-Unis. Enfin bon, voilà. Donc, bon. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont moins d'énergie, c'est-à-dire moins de machines au travail. Et donc, quand il y a un coup du sort qui leur tombe dessus, eh bien, c'est plus difficile d'y faire face. Je vais prendre un exemple. 2 ouragans, Bangladesh d'un côté, Katrina de l'autre. Aux États-Unis, sous perfusion d'énergie, Katrina fait 1500 morts parce qu'arrivent immédiatement les gens qui amènent de l'eau potable, qui empêchent les émeutes, qui amènent de la bouffe, qui évacuent les gens, etc. Donc, au Bangladesh, le même ouragan fait 100 000 morts parce que les gens se mettent à boire de l'eau croupie. Et en fait, ça va être essentiellement le choléra qui va tuer les gens. Ce n'est pas l'ouragan au moment où il est passé, c'est les conséquences derrière. Là, on voit une illustration parfaite de l'inégalité face aux caprices du système climatique et du rôle de l'énergie absolument central dans le fait d'être capable d'y résister. Alors, les pays dits pauvres, donc ils voudraient avoir des moyens de se développer. Donc, c'est clair qu'il y a un vrai sujet qui est que tant que nous, on vit comme on vit, eux disent il n'y a pas de raison que nous, on n'ait pas la même chose. Donc, on va être un peu mal placé pour leur faire la leçon tant que nous, on ne fait pas des efforts. Et par ailleurs, effectivement, face aux caprices du climat, plus vous avez de moyens matériels et plus c'est facile, dans une certaine mesure, je dis bien dans une certaine mesure, de vous en prémunir. Ce n'est pas les moyens matériels qui feront revenir la forêt française si elle meurt. Parce qu'il n'y a pas de moyens matériels qui fassent pousser un arbre en une semaine plutôt qu'en 50 ans. Le monde d'après, idéalement décarboné, ne peut pas ressembler au monde d'avant. Ça fait 3/4 d'heure que vous nous l'expliquez. Cela dit, vous nous parlez de décroissance. C'est ça le monde d'après? C'est forcément la décroissance? La décroissance des flux physiques est inexorable, oui. La décroissance économique, elle sera ce que sera la convention. Ouais. Oui. C'est court. Alors, je vais essayer d'élaborer un peu. Oui. Le flux physique, en physique, l'énergie est une unité de quantification du changement. C'est à ça que ça sert. Donc vous avez de l'énergie quand vous quantifiez un changement de température, de vitesse, de composition chimique, éventuellement de forme, module de Young des ressorts, etc. Enfin bref. Donc l'énergie, partout en physique, c'est ce qui sert à quantifier un changement. Donc moins d'énergie, c'est par définition en physique moins de changement. Donc à partir du moment où vous avez moins de changements, vous avez moins de transformation de minerai de fer en fourchette, vous avez moins de transformation de verre à soie en écharpe, et vous avez moins de transformation de sable en verre, voilà, par définition.
Donc, un monde qui se contracte sur le plan énergétique, et il va se contracter sur le plan énergétique de toute façon, est un monde dans lequel les flux physiques se contractent. Alors après, vous pouvez décider qu'on valorise chaque année le vert le double de l'année précédente, auquel cas ça ne pose pas de problème d'avoir un PIB croissant, mais ça ne, pour autant, fera pas plus de vert par personne. Je vais vous prendre un exemple issu de l'actualité très récente. La grande distribution, ça fait maintenant un peu moins d'1 an qu'elle voit à la fois les achats augmenter en valeur et les achats diminuer en volume. Bon, c'est un effet de l'inflation. Hein. Bon. On pourrait très bien décider qu'on arrête de corriger l'inflation. C'est-à-dire qu'un poulet qui a passé la grippe aviaire, eh ben, il ne vaut pas le même prix qu'un poulet qui n'a pas passé la grippe aviaire. Ce n'est pas le même produit. D'accord ? Ce n'est pas le même produit, puisque l'un a passé la grippe aviaire et pas l'autre. Et donc, c'est normal qu'il ne va être pas le même prix. D'accord ? Donc, il n'y a pas lieu de corriger de l'inflation. Ben, si on fait ce genre de choses, on peut avoir un PIB indéfiniment croissant avec un approvisionnement énergétique indéfiniment décroissant. Mais ça fait quand même moins de poulets. Donc, si ce que vous voulez compter avec le PIB, c'est les choses vraies, les choses qui se touchent, qu'il s'agisse de produits ou de services qui se touchent. Par exemple, un colloque, c'est un service qui se touche. Il faut une salle, il faut que les gens viennent, il faut des moyens de transport, etc. C'est un service qui se touche. Eh bien, si vous voulez avoir, si vous avez une baisse de l'énergie, la quantité de produits qui se touchent et de services qui se touchent, vous en aurez quand même moins. Voilà. Est-ce qu'on va y échapper ? Pas plus que vous n'allez échapper à votre vieillissement, et moi ou bien. J'avais prévu de vous demander si vous étiez optimiste ou pessimiste pour l'avenir. C'était ma dernière question, elle était écrite, noir sur blanc, mais j'ai un peu peur de la réponse. Eh bien, je pense que la réponse... Non, il faut la poser. Je pense que la réponse, c'est que vous avez plus de chances d'être optimiste si vous êtes réaliste. Dit autrement, si aujourd'hui on vit dans le déni, je pense qu'on accroît la probabilité de devenir pessimiste dans pas très longtemps, si on ne l'est pas déjà. Donc, si on veut être... Qu'est-ce que c'est qu'être optimiste finalement ? C'est considérer qu'on a toujours la maîtrise de son destin et qu'on a de la prise sur ce qui va nous arriver. Eh bien, la prise sur ce qui va nous arriver, c'est plus facile si vous êtes réaliste que si vous n'êtes pas réaliste. Je reprends l'exemple de votre vieillissement. Ouais. Quand mon âge vous aurez, eh bien, à ce moment, si vous fixez des défis à la hauteur des possibilités de votre carcasse, vous avez plus de chances d'y arriver que si vous vous fixez des défis à la hauteur des possibilités de votre carcasse quand vous aviez 20 ans. Ouais. D'accord ? Et vous aurez quand même une vie plus sympa si vous fixez des défis que vous relevez que si vous fixez des défis pour lesquels vous vous plantez. Bon. Donc vous voyez bien qu'un peu de réalisme, ça peut aider à être optimiste. Et je pense qu'en ce qui concerne le sujet que je viens d'évoquer, c'est exactement ça qu'il faut avoir. Donc il faut avoir du réalisme. Alors le réalisme au début c'est un peu désagréable parce que ça oblige quand même à abandonner un certain nombre de croyances et un certain nombre de méthodes. Aujourd'hui, je reprends l'exemple de l'économie, on a quand même une capacité à piloter notre avenir pour les retraites comme pour le reste en pensant qu'on va pouvoir dériver des chiffres économiques passés, les chiffres économiques futurs en faisant l'économie, pardon de la répétition, du raisonnement physique sous-jacent. Ça, c'est le plus sûr moyen de se planter et de devenir pessimiste. Voilà, donc il faut arriver à trouver d'autres modes de raisonnement qui repasse par les réalités physiques de ce monde. Et c'est comme ça qu'on a une petite chance de devenir optimiste. Merci beaucoup, Jean-Marc Jancovici.